L'actualité en débat, c'est ici sur Géopolis Télévision. Bienvenue dans Géopresse, votre magazine d'approfondissement. Aujourd'hui avec deux thématiques particulièrement importantes. D'abord le cas Caméré, vous le savez, le désormais ex-président de l'Assemblée nationale a quitté le perchoir, mais pas l'Union sacrée. Il a réitéré sa loyauté au président de la République Félix Tshisekedi et à la nation qu'il veut continuer à servir, mais dans quel rôle? C'est la question que je vais poser à mes invités tout à l'heure, mais à la une également, la RDC, à la 80e session de l'Assemblée générale des Nations Unies. Le pays mène un plaidoyer pour la reconnaissance de son génocide. Le président de la République, Félix Tshisekedi, est en première ligne pour justement faire savoir que les Congolais sont victimes d'un génocide silencieux, mais quel devrait être le rôle de la communauté internationale, comme on dit. Sur cette question particulière, c'est aussi la question que je vais poser ici sur le plateau avec mes invités que je m'empresse de présenter. D'abord, à ma droite, Dieudonné Boinali. Bonjour Dieudonné Boinali. Bonjour Patrick Ilunga. Je suis très heureux de participer encore une fois à votre émission. Voilà, Dieudonné Boinali, un habitué des Géopresse, un journaliste chevronné ici à Géopolis Forum, spécialiste de questions minières et questions économiques. À ma gauche, avec nous également pour débattre, José Junior Owawa. Bonjour José. Bonjour Patrick, bonjour à Dieudonné, bonjour aux téléspectateurs de Géopolis Télévision. Voilà, José Junior Owawa qui n'est plus à présenter, il est journaliste ici à Géopolis Forum, il est spécialiste des questions environnementales mais aussi des questions politiques. Notre troisième invité, c'est la première pour lui, Alexis Tabena. Bonjour Alexis. Bonjour Monsieur Patrick, enchanté, c'est un honneur pour moi de me retrouver une fois de plus sur ce plateau. Voilà, c'est votre première en tout cas pour Géopresse, on vous souhaite la bienvenue. On va donc commencer ce débat d'abord avec Alexis, donc, justement vous avez la parole, donc vous la gardez. Caméré quitte le perchoir. C'est une actualité qui est connue, mais il n'est plus chef de corps. Au niveau institutionnel, on va dire, bon, la vie continue, mais au niveau politique, est-ce qu'on peut dire que l'Union sacrée est devant un test de maturité? Est-ce que les cartes sont en train d'être bien rebattues au niveau de l'Union sacrée, la plateforme majorité présidentielle? Merci pour la question Monsieur Patrick, mais de prime abord, nous devons savoir que ce qui s'est passé, ça démontre tout simplement les divisions internes et des querelles intempestives au sein de l'Union sacrée. Comment un royaume peut continuer à se battre contre lui-même? Vital Kamerhe est un membre allié du président de la République et un grand cadre aussi de l'Union sacrée. Mais si l'Union sacrée a accepté de destituer son propre leader pour pouvoir mettre quelqu'un d'autre à sa place, c'est qu'il y a un problème. Et c'est ce que nous devons maintenant savoir ici, quelles sont les causes, quelles sont les raisons, pourquoi Vital Kamerhe devait quitter la présidence de l'Assemblée nationale et pourquoi maintenant. Voilà, Alexis, vous avez encore la parole, mais simplement qu'il faut dire qu'il a été menacé. C'est vrai, il y a la pétition le jour même de vote, mais il a démissionné de lui-même. Vous pouvez continuer, justement. Oui, mais la menace, oui, mais en quelque partie, c'est une menace. Mais cette menace vient d'où et pourquoi il y a eu des menaces? Ce qui veut dire qu'il y a réellement un problème. Et c'est ce que nous devons savoir. Vital Kamerhe, c'est un homme d'État et c'est une haute personnalité qui maîtrise beaucoup la politique de ce pays. Et il n'a pas voulu se faire ridiculiser ni humilier par des pétitionnaires, raison pour laquelle il a préféré de prime abord, dès l'avant, de quitter librement et honnêtement avec toute la dignité qu'il faut. C'est pourquoi il a préféré démissionner et donc sortir par la grande porte plutôt que d'attendre que tout le monde vienne, celui-ci donne son avis, tel autre donne son commentaire. Alors pour Vital Kamerhe, non, ça ne serait pas un homme d'État. Comme il aime la République et comme lui-même l'a bien dit, il préfère bien faciliter l'alternance au pouvoir pour le président de la République. C'est pourquoi il a laissé la place pour que quelqu'un d'autre qu'on trouve ou qu'on suppose qu'il fera mieux que lui, qu'il passe. Du coup, la question, est-ce que c'est le cas Caméré est un test de maturité pour la majorité parlementaire, majorité présidentielle? Moi, je dirais c'est un test de maturité pour Kamerhe lui-même d'abord. Parce que démissionner, et surtout dans notre culture africaine, il n'est pas facile de démissionner quand on a les pouvoirs. Et si quelqu'un se permet de démissionner, c'est comme si on dit vous avez le pain sur la planche et vous voulez l'abandonner pour quelqu'un d'autre. C'est l'histoire de Corbeau et les renards.
Et ce n'est pas facile. Très bien, belle entrée en matière sur ces sujets particulièrement importants. On va donc poursuivre le débat qui vient de s'ouvrir avec d'abord un élément que je vais vous proposer, chers téléspectateurs. Si on parle le même langage que la régie, on va d'abord suivre un condensé, on va dire un élément traité par la rédaction des Géopolis Télévision sur la remise et reprise entre Vital Kamerhe qui sort et celui qui sera le président intérimaire de l'Assemblée nationale, le professeur Tshilombaï. On va suivre. Après sa démission déposée le 22 septembre 2025 et annoncée officiellement devant la plénière, il est désormais le président honoraire de l'Assemblée nationale, Vital Kamerhe, a procédé à la cérémonie de remise et reprise avec le premier vice-président Isaac Jean-Claude Tshilombaï ce jeudi 25 septembre 2025 au Palais du Peuple. Cette cérémonie marque le départ définitif de Vital Kamerhe de la tête du bureau de la Chambre basse du Parlement. Conformément au règlement intérieur, la fonction sera désormais assumée par le premier vice-président Jean-Claude Tshilombaï en attendant l'élection de nouveau président par la plénière. Dans son mot de circonstance, Vital Kamerhe a souhaité bonne chance à ses collègues députés ainsi qu'au premier vice-président Jean-Claude Tshilombaï appelé à diriger l'Assemblée nationale durant cette période intérimaire jusqu'à la plénière d'installation de son successeur. Il a confié qu'il partait avec beaucoup de souvenirs de l'ensemble du bureau et encourager son successeur à défendre avec fermeté le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo ainsi que les intérêts supérieurs de la nation. Je voulais vous dire que les affaires de l'État continuent, les hommes passent, les institutions restent. Je vous souhaite bonne chance pour la période que vous aurez à gérer cette grande institution, la deuxième de la République. Bonne chance aussi pour la plénière ou les plénières qui auront consacré ma succession ici à ce poste de président de l'Assemblée nationale. Je suis parti avec beaucoup de souvenirs heureux ici. C'est pas la première fois que je parte. Je souhaite bonne chance aux autres. Merci pour l'amour et la collaboration dont vous m'avez témoigné. La République passe avant tout. Je vous encourage à continuer à défendre derrière le président de la République les valeurs de la République, les intérêts de notre peuple qui nous a mandatés ici. Je vous remercie, je reste à votre disposition. S'il y a un élément à clarifier, on directeur des cabinets est à votre disposition et moi-même je peux toujours vous rencontrer pour apporter l'éclairage nécessaire. De son côté, le premier vice-président de l'Assemblée nationale, désormais président intérimaire de l'Assemblée nationale, a reconnu qu'il garde de très bons souvenirs de sa collaboration avec Vital Kamerhe, qu'il qualifie d'exemplaire et marqué d'une grande expérience parlementaire et a promis de mener à bon port la haute mission que lui confie le règlement intérieur de la Chambre basse du Parlement. Je dois ici témoigner de cette grande expérience acquise pour avoir travaillé à vos côtés pendant cette longue période qui nous laisse bien évidemment de très bons souvenirs, des échanges sans quoi et surtout d'un travail en sincère collaboration. Vous pouvez être rassurés que, comme souhaité, nous tenterons de mener à bon port la courte mission qui nous est confiée ici par notre règlement. Et que nous verrons toujours que l'image se devait laisser derrière vous par la gestion de cette grande institution préservée. Derrière la vision du chef de l'État que nous avons ensemble pérennisé, je retiens aussi les mots forts que vous avez prononcés à cette occasion pour le travail à battre pour l'intérêt de la République et la sauvegarde de barrières de ce qui nous est commun, c'est ce pays. Ce n'est pas nos petites personnalités qui comptent, mais plutôt les mettre devant comme intérêts fondamentaux qui structurent notre existence sera notre leitmotiv. Cette cérémonie s'est faite en présence du secrétaire général de l'Assemblée nationale, de la questeur Chimène Polypoli, les cadres de l'administration et de quelques membres du cabinet de la Chambre basse du Parlement. Retour sur ce plateau, en tout cas vous avez suivi cet élément et vous avez reconnu donc la voix de José Junior Owawa qui a signé cet élément-là, mais José Junior Owawa qui nous fait également l'honneur d'être ici sur le plateau. José Junior Owawa, vous avez décrypté cet élément-là avec le discours de Kamerhe, le discours du professeur Tshilombaï, mais est-ce que vous avez l'impression que la même question que j'ai posée à Alexis tout à l'heure,
que le cas Caméré au sein de l'Union sacrée, au-delà des institutions, on va parler politique, au sein de l'Union sacrée, est un test de maturité? Bon, merci beaucoup Patrick pour la question. Bon, si j'ai très bien compris la question, parler de son geste, de démissionner. C'est-à-dire que le cas Caméré, justement, qui, on va dire, qui a des problèmes, on va le dire ouvertement, à l'Union sacrée, avec la déchéance qui vient d'un membre de l'Union sacrée, on va dire quelqu'un de l'UDPS, un député de l'UDPS, et que les députés qui ont voté contre sa déchéance, bien qu'ils ne sont pas arrivés jusqu'à les déchoir, il a démissionné, ce sont des députés de la majorité. Donc c'est un cas, un problème qui vient de la famille politique même de Caméré. Est-ce que c'est un test de maturité pour cette famille-là, pour continuer justement avec le même Caméré, ou est-ce que les cartes sont en train d'être rabattues au sein de la majorité? Oui, bon, je pense qu'on peut aller dans ce sens-là, d'autant plus que, vous vous souvenez, déjà l'élection de Vital Caméré n'était pas ce que Kabila nous a habitués à un certain moment, quand les mots d'ordre du parti est donné, l'autorité morale du parti et de la majorité présidentielle a dit, c'est qu'il n'est pas autorité morale, il a préféré les termes, la haute autorité politique De référence. de référence. Donc la haute autorité politique n'a pas donné un mot d'ordre, même si Caméré s'en est approprié à un certain moment, quand il a gagné le primaire au niveau de l'élection de l'Assemblée nationale, parce que c'était une première dans l'histoire politique de notre pays, en tout cas dans l'histoire moderne. Hein. On ne sait pas ce qui s'est passé bien avant, mais en tout cas, dans cette troisième République, c'est la première fois que vous voyez des primaires organisées au niveau de l'Assemblée pour désigner un président de l'Assemblée nationale. Finalement, Caméré était parti un peu... était un homme fragilisé sur le plan de la composition politique en accédant à ce poste-là, parce qu'il n'a pas certainement, le président doit avoir tenté de réconcilier les prétendants, notamment Bahati Lukwebo. Vous avez vu, c'était Mbosso Kodia, c'était un d'autres leaders qui avaient les mêmes ambitions que Caméré pour gérer la présidence et l'Assemblée nationale, mais que Caméré est parti, il a concouru, c'était presque un homme qui s'est battu seul pour être là. C'était déjà un point fort pour lui, parce qu'il a montré qu'il était populaire au niveau de l'Assemblée nationale, mais finalement c'était un départ qui montrait effectivement la fragilité de ce qui devait être demain comme élection. Aujourd'hui, finalement, qu'il suffisait que quelques députés, semble-t-il qu'ils sont autour de 62, lui retirent la confiance et Caméré tombe carrément, parce que même si les votes n'ont pas eu lieu, mais 262, et que finalement Caméré a décidé de démissionner, parce que étant président de l'Assemblée nationale, étant ancien ministre, étant un cadre, deuxième personnalité, je rappelle, le président de l'Assemblée nationale dans ce pays est la deuxième personnalité sur le plan institutionnel. Donc après le président de la République, c'est le président de l'Assemblée nationale qui est le numéro 2 de la République, on peut dire ainsi. Donc qu'il ait démissionné ainsi, certainement il a eu des informations comme quoi qu'il fasse, peut-être la situation n'aurait pas changé dans l'entretemps. Donc déjà je parlais de son élection, c'était une élection qui est une première dans l'histoire moderne du pays, en tout cas de la Troisième République en RDC, qui montrait effectivement que Caméré n'était pas parti avec la bénédiction de toute la majorité présidentielle qui devait le représenter, alors que je rappelle que sur les 477 députés qui avaient été élus, en tout cas parce que d'autres parties du pays n'avaient pas connu l'élection, vous vous souvenez, je ne vous reprends pas, et Caméré a eu la confiance de la majorité de ceux qui avaient été de l'Union sacrée de la nation. Une majorité, je dirais, une majorité composée après l'élection de primaire. Donc ça sous-attend, s'il y avait une autre personne qui concourait à cette élection, Caméré n'aurait pas été élu. En tout cas dans les conditions normales. Donc vous voyez que déjà son élection, ça posait problème. Et maintenant qu'il a su finalement rallier tout le monde autour de lui après les primaires, c'était quand même le président de tout le monde. Mais finalement, au bout d'une année, presque une année, pile je crois, de gestion, il a été obligé de démissionner par une pétition. La pétition, comme Alexis l'a dit tout à l'heure, est la résultante de quoi? De malaise au sein de l'Union sacrée de la nation. Vous vous souvenez, avant ces histoires ici, donc je crois il y a 2 mois passés, Félix Tshisekedi, en tant que numéro 1 de la majorité présidentielle, personnellement, il n'a pas voulu déléguer encore son pouvoir. Il est allé lui-même à la rencontre de cadres de la majorité présidentielle pour rassurer tout le monde. Après, c'était bien avant la sortie du nouveau gouvernement et finalement, c'était après la sortie du nouveau gouvernement pour montrer effectivement qu'il restait le chef de la majorité présidentielle, qu'il fallait lui faire confiance, qu'il fallait resserrer les rangs pour faire face justement
justement à tout ce que vous connaissez comme difficultés au niveau du pays, les frustrations au niveau, par exemple, de l'opposition. Vous avez vu souvent les autres qui ont pris la guerre aujourd'hui, c'est la rébellion, tout ça. Le président avait besoin de rassurer le sien, c'est qu'ils sont vraiment de sa majorité présidentielle pour maintenir son pouvoir, consolider son pouvoir, on peut dire ainsi. Mais aujourd'hui que Kamere vient de partir, effectivement, ça montre que malgré le leadership du président qui avait voulu contrôler la situation, et finalement, il y a des gens qui n'ont pas pu finalement se tenir le mot d'ordre, parce que dans son discours, il y a son dernier discours à Washington, à New York, le président a dit qu'il avait toujours confiance à Vital Kamerhe, qu'il continuait à considérer comme son allié politique et avec lequel il avait toujours de bonnes relations, il l'appelait son frère. Donc vous voyez, au-delà de ça, ça c'est la posture, mais au-delà de ça, ça montre effectivement que il y a des difficultés au sein de la majorité présidentielle pour se maintenir, même si Kamerhe continue à se réclamer comme étant membre de la majorité présidentielle, mais on ne dira pas assez, on n'avait pas besoin d'autre chose pour montrer effectivement qu'au sein de la majorité, ça poserait effectivement problème. Voilà, Dieudonné Boinali, vous avez suivi l'argumentaire de José Junior Owawa. Selon vous, quel rôle doit jouer maintenant Kamerhe? Doit-il rester l'éminence grise qui conseille les gens ou bien les acteurs dans l'ombre? Doit-il envisager un rôle dans l'exécutif? Quel rôle pour lui finalement? Bon, d'abord, je vais revenir sur la fameuse pétition où on a constaté des signatures des non-députés. Il y a eu aussi des noms inscrits sans signature. Il y a aussi des doublons grossiers d'un même député, et les fausses signatures sont allées jusqu'à dépasser la barre des 25. Si le plan du droit, normalement Vital Kamerhe, le président de l'Assemblée nationale et autorité morale de l'Union nationale, de l'Union pour la nation congolaise, l'INC, son parti, ne devrait pas tomber. Mais comme il y avait... Mais il a démissionné. Il a démissionné pour ne pas subir l'opprobre, parce qu'il y avait aussi un honneur à préserver. Et il faut savoir quitter la table lorsque le respect n'est plus servi. Il disait Ten Edwards. Cette citation résonnait encore dans la tête de celui qu'on appelle les Mwalimou, les pacificateurs jusqu'au bout. Il y a aussi l'honneur à protéger du fait que Vital Kamerhe a refusé de se faire entendre par ses cadets, ses adversaires déguisés en juges et magistrats d'occasion. Il ne faut pas oublier qu'au sein de l'Union sacrée pour la nation, Vital Kamerhe, c'est un baobab politique. Ce n'est pas n'importe qui, ce n'est pas un politicien né de la dernière pluie. Et je veux vous rappeler que Vital Kamerhe a connu plus pire que ce qui lui est arrivé aujourd'hui. Et ce qui nous pousse à nous dire que c'est un phénix et il va renaître de ses... Vous le voyez dans quel rôle? Moi, je le vois toujours renaître de ses cendres. C'est quelqu'un qui a toujours été humble. Il porte bien son nom des pacificateurs, des Mwalimou. Il a prêché par l'exemple. On ne veut plus de moi à la tête de la chambre basse du Parlement congolais. Et au lieu d'attendre le jour J, le jour du vote, et pour constater que dans les urnes, on ne veut pas aussi besoin de moi, il s'est dit, bon, j'ai un honneur à protéger, j'ai une carrière, j'ai un parti que je gère. Ce parti possède aussi en son sein des cadres qui servent aujourd'hui la nation. Les ministres de l'Industrie, Aimé Boji Sangara, et de l'INC. Et il y a beaucoup de ministres comme ça. Et lui étant les patrons, les chefs de ces partis, il s'est dit, bon, je ne pose pas cet acte en tant que Kamerhe individu, je vois la nation congolaise. C'est pour ça qu'il a dit la République est plus importante que nos modestes personnes. Un avis partagé par aussi l'honorable vice-président Chilumbaye. Vital Kamerhe a démissionné. Un acte qui n'est pas donné à tout le monde dans l'histoire de notre pays. Nous connaissons des premiers ministres
des présidents du Sénat, des présidents de l'Assemblée nationale qui ont démissionné par honneur, par dignité. Je pense que l'histoire citera aussi Vital Kamerhe. J'aimerais aussi terminer par dire, en démissionnant, au lieu d'attendre qu'il soit éjecté à travers un vote, Vital Kamerhe a voulu déjouer un complot mal ficelé par certains adversaires politiques au sein même de la famille présidentielle. Les faisant, il a mis en nu ce fameux complot entre guillemets. Bon, je vais compléter juste quelque chose. Voyez par exemple quand vous parlez que il a toutes ses cartes avec lui. Moi, je considère que ça, oui, c'est évident, comme c'est un acteur politique. L'histoire de Kamerhe rappelle effectivement que c'est un homme qui est sorti du cendre depuis Joseph Kabila, quand il a quitté le perchoir de l'Assemblée nationale, presque dans les mêmes conditions, parce qu'à un moment, il n'avait pas été d'accord avec Joseph Kabila, qui a fait entrer les militaires rwandais pour poursuivre les M23, les FDLR. Finalement, il a décidé de démissionner sous pression, comme aujourd'hui, et il a réussi à rebondir. Vous l'avez dit, il était sorti troisième après Etienne Tshisekedi selon les résultats de 2011, mais la situation actuelle risque d'être un peu difficile pour Kamerhe. Juste pour des petits rappels, vous voyez de l'élection de 2023. Très vite. Ouais, les élections de 2023, l'Union Sacrée fait autour de 400 députés nationaux, et parmi les 400 députés nationaux, vous avez 69 députés, c'est pas 73 députés issus des rangs de l'UDPS comme première force politique, UDPS Tshisekedi, parce qu'il y en a plusieurs là-bas. 69 députés, et suivi de l'UNC, effectivement, avec 36 députés. Et vous avez par exemple le parti de Bahati Lukwebo qui avait autour de 35 députés. Et vous avez suivi de partis, toutes ces mosaïques-là de l'UDPS qu'on appelle AB, 53, PAPA, tous ces restes là, 21 députés. Et le MLC de Jean-Pierre Bemba avec 19 députés. Aujourd'hui, vous voyez dans cette configuration de l'Assemblée nationale, normalement, selon les derniers gouvernements, en tout cas, minimum c'est 10 députés. 8 à 10 députés pour s'offrir un poste ministériel. Kamerhe, en principe, devait avoir 3 ministères. Aujourd'hui, si Vital Kamerhe, comme il est parti de l'Assemblée nationale, dans la configuration actuelle... Il reste député néanmoins. Il reste député, mais malheureusement, dans ce que sa communication met en avant, il parle de Vital Kamerhe qui a définitivement tourné la page de l'Assemblée nationale. En tout cas, c'est ça le terme de la communication de Kamerhe. Ses communicants, en fait. Ses communicants disent qu'il a définitivement tourné la page de l'Assemblée nationale. Ce qui voudrait dire, en d'autres termes, que c'est pour Vital Kamerhe, le calcul n'est plus de revenir au perchoir de l'Assemblée nationale, même s'il y avait élection, et que de rebondir autrement. Du coup, vous le voyez dans quel rôle? Donc, en 5 secondes. Oui, il peut, avec tout ce qu'il a comme bagage intellectuel, tout ce qu'il a comme expérience, Vital Kamerhe peut se positionner comme un acteur de l'opposition, ou soit jouer un rôle comme du genre Mbata aujourd'hui au niveau de la majorité présidentielle pour contrôler justement, remettre de l'ordre. Si jamais il va rester avec le président Tshisekedi, il restait dans cette posture-là, ou soit il faisait l'opposition et finalement rebondir plutôt en 2028 que maintenant là. Alexis Tabena, la même question, je vous l'adresse à vous. Dans quel rôle voyez-vous Vital Kamerhe désormais? Il est encore à la majorité présidentielle, à la majorité. Il est là, en tout cas, il a réitéré sa loyauté au président de la République et à la nation congolaise qu'il veut toujours continuer à servir, mais dans quel rôle? En tout cas, je vais vous répondre à me rappeler par exemple d'un sketch humoristique tourné par un Ivoirien qui a bien dit les politiciens sont comme les couches du bébé. On les change le matin, à midi et le soir. Ouais. Alors, les politiciens congolais, aujourd'hui, vous pouvez les voir à côté du président de la République, et demain, il sera peut-être ailleurs. Ce n'est pas la première fois, comme l'a bien souligné M. Junior. Vital Kamerhe a commencé avec le président de la République, l'ancien président plutôt, Joseph Kabila Kabange. Mais à la fin de compte, il a démissionné. Et quand il a démissionné, il s'est retrouvé où? Il est parti dans l'opposition. Et aujourd'hui, il est avec Félix Tshisekedi, mais il voit des plisses de démissionner. Il va alors se retrouver où après sa démission? C'est toujours dans l'opposition. Mais il a réitéré ça, le président attendez, Tshisekedi. Mais c'est Patrick, vous savez que les politiciens congolais ont l'habitude de pouvoir toujours s'éterniser au pouvoir. Ils veulent toujours être servis. Et lorsqu'ils ne sont pas servis, qu'est-ce qu'il faut?
ils s'engagent directement dans la voie de l'opposition. Il y en a même ceux qui finissent par prendre les armes. Oui, ce n'est pas le cas pour Vital Kamerhe, c'est un vrai compatriote, un vrai homme d'État, qui ne prend jamais les armes contre son pays, mais cela ne va pas l'empêcher d'entrer dans l'opposition. Parce que d'abord, M. Patrick, Vital Kamerhe, en quelque sorte, là, a été humilié. Il s'est battu aux côtés du président de la République dès le début. Et tous les gens aujourd'hui qui prétendent aimer beaucoup plus le président de la République n'ont pas été là quand les deux ont signé leurs accords à Nairobi. Quand ils ont commencé leur combat, leur lutte pour pouvoir changer de camp au pouvoir. Mais aujourd'hui, parce qu'ils sont en train de boire du lait et de manger du gâteau, ils sont là, ils disent non, Vital Kamerhe, il est mauvais, Vital Kamerhe ne soutient pas le président, Vital Kamerhe, non, il est traître, Vital Kamerhe, il plaide en faveur de ceci ou de cela. Mais que faites-vous, quand vous dites ça, que faites-vous des arguments de pétitionnaires qui ont mis en avant la mauvaise gestion, par exemple? Mais nous allons y revenir. Vital Kamerhe lui-même en démissionnant, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, mais si c'est moi qui traînais qu'on ne puisse pas faire le contrôle institutionnel, et si c'est moi qui bloquais les députés de ne pas accéder peut-être à ce qu'ils veulent comme un standing de vie, alors moi je démissionne. Maintenant on va voir après sa démission, qu'est-ce que les députés auront. S'ils veulent qu'on le paye 2 millions, je ne sais pas s'ils auront les millions qu'ils réclament. S'ils veulent qu'ils aient, je ne sais pas moi, 40 jeeps ou comment, je ne sais pas s'ils en auront. C'était ça le problème. Alors nous allons voir si réellement la motivation des pétitionnaires était légale et tout à fait, est-ce que ça concourait aux besoins de la République et aux besoins de la population? Parce que quand on fait une pétition, est-ce qu'on tient compte d'abord de la réalité et de la situation du pays actuellement? Est-ce qu'on tient compte aussi du besoin de la population? Parce qu'on fait des pétitions pour le faire juste parce que peut-être on veut que son nom, on chante son nom. Non, il faut qu'on me connaisse, il faut que je fasse du bruit. Ou alors on le fait pour tout simplement ses intérêts personnels. Nous, les publics, qu'est-ce que nous gagnons? Nous, les Congolais, nous gagnons quoi dans ça? Voilà, et les Congolais dans tout ça. On va donc poursuivre avec ce débat. José Junior Ouawa, c'est vrai que vous avez fait le parallèle tout à l'heure avec on va dire, ce qui est arrivé avec Vital Kamerhe entre lui et l'ancien président Joseph Kabila. Mais il faut se rappeler qu'en 2018, 2019, 2020, Vital Kamerhe a eu aussi des vents contraires. Il a été arrêté et emprisonné. Et pendant qu'il était en prison, le président de la République, Félix Tshisekedi, disait que non, Kamerhe a encore un rôle à jouer dans cette République. Mais maintenant, si vous avez bien suivi le président de la République, le président dit qu'il considère encore Kamerhe comme partenaire, à moins qu'il ne décide autrement. Jusqu'à ce que cela en sera autrement. C'est ce que le président de la République a déclaré. Vous, dans votre recul de journaliste, est-ce que vous voyez le président Tshisekedi faire sans son partenaire Kamerhe? Bon, en politique, comme Alexis l'a dit tout à l'heure, en politique, moi, le fait, quand on analyse des questions politiques, il faut prendre beaucoup de personnes parce que l'univers politique, il est mouvant, il est changeant, ça ne répond à aucune logique, en tout cas de la vie normale, parce que la politique est question d'intérêt. Alexis l'a dit tout à l'heure, Kamerhe est le premier politicien à avoir fait confiance à Félix Tshisekedi quand il signe les accords de Nairobi, là nous sommes en 2018. Et c'est lui avec lequel il crée ce qu'on a appelé cash, comme changement, cap pour le changement, voilà, cap pour le changement. Et c'était la coalition qui a amené le président Tshisekedi au pouvoir. Et finalement, Kamerhe, avec ses ambitions politiques, là il ne faut pas le dire, Kamerhe se voit, oui, collaborateurs de Félix Tshisekedi, ils ont été amis, ils ont été frères, ils ont été ceci, mais que Kamerhe n'a jamais renoncé à son ambition de devenir président de ce pays. Parce qu'il a postulé, bon, il a inhibé ses ambitions en 2018, il a inhibé ses ambitions en 2023, finalement, avec l'espoir qu'à un certain moment, il peut rebondir si jamais le président Tshisekedi s'est retiré du pouvoir et à la fin de son deuxième mandat. Aujourd'hui, qu'il est parti dans les conditions que tout le monde connaît, est-ce qu'il va continuer à bénéficier de cette confiance, parce qu'il ne faut pas oublier que quand il a été arrêté, il a été d'abord comme directeur de cabinet du chef de l'État, qui finalement par la suite il l'a coopté encore de nouveau pour le nommer au gouvernement comme vice-premier ministre et ministre de l'économie. Aujourd'hui qu'il vient de partir de l'Assemblée nationale, les deux se réclament, ça vaut leur amitié et ça vaut leur alliance en tant que des alliés politiques.
Est-ce que ça sera toujours le cas d'ici la fin de l'année? Est-ce que ça sera toujours le cas d'ici l'année qui va venir? Parce qu'aujourd'hui, Félix Tshisekedi, qui a besoin de l'unité nationale, a fait appel aux côtés de lui Adolphe Muzito, qui travaille avec lui, qui est aussi un acteur aussi important comme Vital Kamerhe. Et Félix Tshisekedi qui à un certain moment a courtisé Martin Fayulu qui devait être au gouvernement. Celui-là a conditionné sa participation au gouvernement par la tenue d'un dialogue. Hier, on a diffusé sur ses antennes les éléments comme quoi Fayulu plaidait toujours pour la cohésion nationale. Est-ce que ça serait l'occasion pour le gouvernement qui va devoir venir peut-être d'ici 1 mois, 2 mois, 1 année et pour les changements peut-être au Premier ministre et le poids des Kamerhe, est-ce que ça va lui permettre de revenir rebondir? Parce qu'aujourd'hui, Kamerhe était naturellement parti pour être le Premier ministre de ce pays depuis le premier mandat de Félix Tshisekedi. Mais comme il avait été empêtré dans des débats judiciaires avec la justice à un moment pour les affaires de 100 jours, Kamerhe n'a jamais été nommé Premier ministre, même s'il avait été vice-premier ministre. Mais le poids de Kamerhe, le rôle qu'il a joué d'abord dans le premier mandat de Félix Tshisekedi, il se voyait plutôt à la primature que dans autre chose. Et finalement, il a été récompensé par l'Assemblée nationale qui vient de partir. Voyez-vous, Kamerhe a accepté de revenir comme ministre dans un gouvernement. Tout ça, ce sont des questions. Je dis que l'univers politique est tellement mouvant, tellement dynamique qu'il faut voir comment est-ce que ça va se faire. Les alliances peuvent aussi se recomposer dans les jours à venir. Voilà, donc le temps nous dira ce qu'il en sera de la coalition, on va dire, du partenariat entre le président Tshisekedi comme acteur politique et l'ex-président de l'Assemblée nationale, Vital Kamerhe. Dieudonné Boinali, on va donc finir avec ce débat très vite. Du coup, José Junior a déjà anticipé sur la coalition, on va dire, ce qui a été fait au Cap pour le changement, Kamerhe Tshisekedi. Est-ce que du coup, on peut dire que l'accord de Nairobi, ce qu'on appelle l'accord de Nairobi, Tshisekedi-Kamerhe, tombe caduc? On peut dire ça? Bon, je ne dis pas que l'accord de Nairobi tombe caduc. Parmi les objectifs poursuivis par l'accord de Nairobi, c'était de créer une coalition entre les deux figures de la politique congolaise, Félix Tshisekedi, Vital Kamerhe. C'est comme ça qu'ils ont créé Cap pour les changements. Mais nous devons reconnaître que certains des objectifs n'avaient pas été atteints. Parce que il était question, une fois que nous avons les pouvoirs, Tshisekedi est élu président de la République, Vital Kamerhe sera son premier ministre. Mais pour être premier ministre en République démocratique du Congo, la loi fondamentale dit vous devez avoir la majorité parlementaire. C'est que les deux personnalités, à travers leur formation politique, et on peut y ajouter aussi leur mosaïque respective, n'ont pas pu avoir la majorité parlementaire. C'est 250 députés plus 1. Ils n'ont pas pu avoir ça en 2019. Ce qui les a poussés à faire l'ouverture. L'ouverture, c'est faire ramener dans la maison Union Sacrée la majorité présidentielle d'autres formations politiques. À l'époque, on ne parle pas encore de l'Union Sacrée, c'est Cash et puis FCC, et puis mais c'était toujours la majorité présidentielle. Au sein de la majorité présidentielle, voulais-je dire, il fallait ramener d'autres formations politiques qui avaient au moins 2, 3, 4, 5, 10 députés et élargir un peu la majorité et gouverner. C'est ce qui fut fait. L'objectif d'avoir la fonction présidentielle avait été atteint pour Cash. Mais pour la primature, faute de majorité, il fallait coaliser. C'est ce qui fut fait. Maintenant, avec cette réalité, cette ouverture, les juristes, certains disent que l'accord de Nairobi était tombé caduc ce jour-là. Donc, on ne pouvait plus continuer à en parler. Mais d'autres disent non, ce sont des engagements pris devant des chefs d'État et de gouvernement. C'était filmé. Il y avait même une communication faite devant la presse à la fin. Donc, les accords sont des accords. Il faut les respecter et il faut les mettre en pratique. Mais
vous connaissez nos politiciens en Afrique, hein. Chacun a ses agendas. Et je vous rappelle que Vital Kamerhe a été dans ces pays directeur des cabinets du chef de l'État, vice-premier ministre de l'économie, speaker de l'Assemblée nationale il y a une semaine, ministre de la communication et des médias. Qu'est-ce qui lui reste encore à briguer dans ces pays si ce n'est pas la primature ou la présidence? Nous ne disons pas qu'il sera candidat demain, on ne peut pas parler à sa place. Nous nous contentons de ce qu'il a annoncé lors de la remise et reprise avec le vice-président Chilumbai. Il a dit: j'ai quitté le commandement du bateau Union Sacrée, mais je reste toujours dans les bateaux. C'est-à-dire, il continuera toujours à travailler avec le chef de l'État, Félix Tshisekedi, partout là où les devoirs l'appellent. Très Donc, bien. on ne peut pas continuer à lui prêter des intentions, à réfléchir à sa place, ou bien à être le prophète de malheur, dire que non, 2028, Vital Kamerhe sera candidat président de la République. Mais ce n'est pas exclu, hein. La Ok, politique est dynamique. on va donc terminer ce débat avec Alexis très vite, en quelques secondes. Est-ce qu'on peut dire, suivant tout ce qu'il y a actuellement avec l'évolution politique, que l'accord de Nairobi, de la coalition Cap pour le changement, c'est un accord qui est tombé caduc? On peut dire ça? Bon, je ne peux pas dire pour l'instant que l'accord est tombé caduc, mais ce que je dois dire, c'est que d'abord cet accord a été violé dès le début. Donc pour moi, je suppose que l'accord n'existe plus. Parce que dès lors que dès le commencement, vous violez déjà l'accord, c'est que ça n'existe plus. Parce que ils se sont entendus, ce n'est pas ce qui s'est passé sur le terrain. Ce qu'ils ont signé, ce n'est pas ce qui s'est réalisé sur le terrain. Et moi, je vais vous dire, M. Patrick, il y a au moins 4 idées qui me viennent en tête. Les raisons ou les griefs portés contre le président Vital Kamerhe pour qu'il puisse se démissionner. Parce que vous savez, ses collègues de l'Union Sacrée, ils sont en train de l'accuser de beaucoup de choses. La première des choses d'abord, contrairement à ce que les pétitionnaires prétendent ou ils veulent nous faire croire, on reproche à Vital Kamerhe de travailler toujours seul en solitaire. C'est-à-dire quand il fait des histoires, il les fait lui-même et il ne tient pas compte de peut-être de l'avis des autres ou de la volonté du président de la République. Ça, c'est le premier grief. Deuxième grief qu'on repose ou qu'on... Et pourtant, il y a la conférence des présidents. Exactement. Il ne fait pas partie seul du bureau de l'Assemblée nationale. Au sein de l'Assemblée nationale, il y a les questeurs. Mais on l'accuse de ça. Le vice-président. Voilà. Peu importe, on l'accuse de ça. Voilà. Et vous voyez, deuxièmement, on l'accuse aussi d'être quelqu'un qui exige ou impose le dialogue au président de la République. Donc, on accuse Vital Kamerhe d'être toujours le partisan, ou je peux dire le meneur de dialogue. Il dit au président, il faut faire le dialogue avec les M23, il faut faire le dialogue national inclusif, alors c'est que les autres membres de l'Union Sacrée, et particulièrement ceux de l'IDPS, ne veulent pas du tout entendre. Troisième grief auquel on accuse aussi Vital Kamerhe, c'est celui d'être quelqu'un qui ne dit jamais un mot contre Joseph Kabila Kabange. Parce que dans certaines catégories de personnalités politiques ici, on croit que non, quand on parle d'image de l'ancien président ou quand on injurie Joseph Kabila Kabange, on aime le président de la République et on aime la République démocratique du Congo. Et comme Kamerhe ne l'a jamais fait, on dit non, c'est l'ennemi de la République, c'est l'ennemi du président. Et quatrième grief, je peux ajouter, monsieur Patrick, c'est celui du changement de la Constitution. Depuis que le débat a été lancé en 2023-2024, Vital Kamerhe ne s'est jamais prononcé là-dessus. Et pour les membres de l'Union Sacrée, et surtout ceux de l'IDPS, je crois que non, le fait que Vital Kamerhe ne soutient pas le président de la République dans cette initiative du changement de la Constitution, c'est qu'il doit être quelqu'un qu'il faut enlever et qu'il faut chasser à côté du président. Il ne sert pas le président. Voilà les griefs pour lesquels les pétitionnaires ne voudraient pas peut-être dire en public, mais qui sont à la base de cette pétition. Voilà, ce débat est passionnant. On va quand même le boucler ici avec... pour nous permettre justement d'attaquer l'autre. Vous le savez bien, la 80e session de l'Assemblée générale de l'ONU est en cours, on va dire, au niveau de New York, aux États-Unis d'Amérique. Et là-bas, la RDC a amené un débat, on va dire le plaidoyer pour reconnaître ou bien la reconnaissance du génocide contre les Congolais. Ça fait 30 ans que des populations congolaises sont tuées et cela doit être reconnu comme tel. C'est le plaidoyer de la RDC. Avant d'aller plus loin dans le débat, on va d'abord suivre cet élément que nous propose la régie, un élément de la rédaction de Géopolis.
À la 80e Assemblée générale de l'ONU tenue mardi 23 septembre 2025, le chef de l'État Félix Tshisekedi a plaidé pour la reconnaissance du génocide congolais pour de fins économiques, le Génocost. Il a ainsi plaidé pour la création d'une commission d'enquête internationale dotée de moyens substantiels afin de rétablir la justice. La communauté internationale a le devoir moral et politique de reconnaître cette tragédie pour ce qu'elle est, un génocide, et d'agir en conséquence. Le silence et l'inaction face à ces crimes s'apparentent à une complicité. Nous demandons la mise en place immédiate d'une commission d'enquête internationale indépendante et dotée de moyens pour établir la vérité, rendre justice aux victimes et rompre le cycle de l'impunité qui nourrit ce drame depuis des décennies. Félix Tshisekedi a dénoncé la guerre qui sévit en RDC depuis plus de 30 ans, qualifiant ces conflits de génocide silencieux frappant le peuple congolais, déclarant que cette guerre dépasse depuis longtemps le seule dimension militaire ou géopolitique visant à piller les ressources du pays, effacer sa mémoire collective et détruire ses communautés. Depuis 3 décennies, la paix et la sécurité sont brisées à l'est de la République démocratique du Congo. Cette guerre s'est muée en une entreprise prédatrice. Elle dépasse depuis longtemps les seules dimensions militaires ou géopolitiques. Elle vise à piller nos ressources, effacer notre mémoire collective et détruire nos communautés. Les conséquences sont désastreuses. Des millions de morts, des familles décimées, près de 7 millions de déplacés internes, femmes et enfants pris pour cible, des villages rayés de la carte, des générations sacrifiées. Retour sur ce plateau. En tout cas, nous sommes en train d'amorcer la dernière ligne droite dès cette émission, le débat autour du Génocost. José Junior, le président de la République, a amené, le plaidoyer de la RDC au niveau de l'Assemblée générale des Nations Unies. Vous pensez quel rôle va jouer, que devrait faire ce qu'on appelle la communauté internationale pour justement amener ce débat-là à peut-être répondre à l'appel de la RDC? Merci beaucoup. Je pense que je ne dirais pas autre chose que ce qu'a dit le président de la République, Félix Tshisekedi, qui estime que après la solidarité au niveau national et tout ce qu'il y a comme initiative prise au niveau national avec la création par exemple des FONAREV, et on a besoin finalement d'avoir l'accompagnement de la communauté internationale, je veux dire les Nations Unies qui accompagnent déjà les FONAREV, mais on a besoin la RDC a besoin encore d'une certaine mobilisation au niveau international pour que finalement ces crimes de guerre et crimes contre l'humanité, tout ce qui a été commis en RDC depuis les années 98 jusqu'à aujourd'hui, soit reconnu par la communauté internationale. Un peu, on est dans la trajectoire un peu de tout ce qu'on a connu comme génocide au Rwanda et les autres, où les causes comme celle-là sont portées par la communauté internationale qui injecte... L'ONU particulièrement, qui injecte des millions d'argent justement pour soutenir ce genre d'initiatives, parce que cela permettrait à ce que la RDC puisse penser ses plaies et puis peut-être un peu maîtriser encore ce qui se passe de manière exemplaire. Mais là n'est pas vraiment forcément la question. Je vois l'initiative, elle est bonne. On a saisi l'opportunité parce qu'il y a la 80e Assemblée générale des Nations Unies où la RDC est élue deuxième vice-présidente de cette assemblée pour permettre à ce que les débats soient tout ça sur le plan de la communication. Je crois que c'est bien joué. Mais sur le plan de fond, moi, mon point de vue est que aujourd'hui, contrairement à d'autres pays qui ont connu les mêmes situations que la RDC, la situation au niveau interne, ça pose encore problème parce qu'aujourd'hui, nous voulons que nous puissions réparer la cause des victimes qui sont tombées. Aujourd'hui, on parle de 10 millions, 8 millions, ça dépend.
Mais dans l'entretemps, la situation ne s'est pas encore stabilisée au niveau national, au niveau local, parce que les atrocités continuent à se commettre dans les zones sous occupation rebelle, dans des zones où il y a encore la faiblesse de l'autorité de l'État. Et finalement, tout cela, même si aujourd'hui on va réparer les victimes, mais demain on a réparé 2, 3, 4 victimes, et demain vous avez 10 victimes, donc on fait un pas en arrière, 5 ans, 5 pas, un pas en avant, 5 pas en arrière. Je crois que le plaidoyer, oui, il est très bien de l'avoir amené à ce niveau-là. Je vois le gouvernement se déplacer là-bas. Il y a des millions d'argent qui sont investis dans ces genres d'opérations. Mais on a besoin encore qu'au-delà de cela, la dynamique interne, les efforts internes que fournissent le chef de l'État et le gouvernement avec toutes les autorités soient encore davantage accompagnés pour la maîtrise de la situation interne, c'est-à-dire qu'on puisse mettre fin à la guerre, peu importe les moyens qu'on va utiliser, que nous puissions avoir la fin de la guerre pour que finalement nous repartions sur de nouvelles bases et que le pays puisse repartir de nouvelles bases pour mener avec efficacité ces combats pour la réparation de la mémoire des victimes. Parce que aujourd'hui, on ne peut pas aller à New York et plaider pour la cause du Congo et pour que les victimes, pour réparer, on doit avoir déjà mis fin à ce qui a été comme forfait à un certain moment. On ne peut pas commencer à réparer, oui, on peut le faire, mais ça sera un peu contradictoire dans l'entretemps parce que la situation perdure, l'insécurité perdure, les massacres persistent dans le pays. On a besoin que les choses puissent évoluer. Il y a l'initiative qui avait été créée, j'ai cité tout à l'heure le FONAREV, depuis 2022. Et cette initiative contribue par exemple avec les fonds qui viennent sur les générations futures, tout ça, on vient dans la redevance minière, on ponctionne une partie de cet argent pour injecter dans cette histoire de réparation des victimes. Et au lieu que ces fonds puissent se focaliser initialement dans la ville de Kinshasa, on a besoin que ces fonds, en tout cas les victimes qui sont directement concernées par ces réparations, doivent bénéficier. En tout cas, ce qui est fait, c'est fait, mais à une grande échelle à un certain moment. Parce qu'aujourd'hui, par exemple, certaines sources parlent de 212 millions de dollars qui sont mobilisés rien que entre janvier et juin 2025. Vous voyez que ce sont beaucoup d'argent et que la RDC à ce niveau déjà peut finalement faire suffisamment d'efforts, consentir les fonds qui sont mobilisés, soit effectivement injectés dans cette opération de réparation des victimes pour permettre que les choses puissent aller de l'avant. Voilà, donc il faut dire que dans le plaidoyer du président de la République, le schéma est simple: cartographier les crimes en RDC, établir les responsabilités et établir le fait que ça répond aux critères de génocide, c'est un génocide, et mettre en place une justice qui punit ceux qui sont auteurs de ces crimes et faire en sorte que ça ne se reproduise plus. Alors, Dieudonné Boinali, suivant ce schéma-là, que répondez-vous à ceux qui estiment que la RDC peut-être serait bien inspirée de faire recours au soft power de Hollywood, par exemple, faire de films et des documentaires pour justement toucher encore plus la sensibilité des gens à qui on fait déjà des discours aujourd'hui? Que répondez-vous à ce genre-là? Des documentaires au niveau national, il y en a. Est-ce que nous en faisons la promotion? L'idée n'est pas mauvaise en foi. Il faut pousser les pions très loin, mais je reviens sur l'idée de faire reconnaître les génocides congolais, génocostes, comme un génocide au même titre que d'autres génocides que nous avons connus dans plusieurs parties de la planète, au Rwanda, au Kosovo, en Israël, en Albanie, et d'autres pays du monde. Je trouve que l'idée est bonne. Le génocide contre les Juifs, par exemple. Contre les Juifs, il y a eu aussi le génocide contre les Juifs. L'idée est bonne, ça se chuchote, ça se discute dans les chancelleries, dans les ambassades. La communauté internationale commence à épouser l'idée de Kinshasa, mais le problème est qu'il faut aussi renforcer la justice transitionnelle au niveau interne, au-delà de la recherche de la justice et de la réparation au niveau international. Il faut aussi se demander, la République démocratique du Congo est membre de la Cour pénale internationale. Que fait la Cour pénale internationale par rapport à cette demande du Congo?
il y a aussi les personnes que nous voulons voir demain être traitées comme des génocidaires des Congolais durant les 30 ans, durant les 3 décennies de guerre que nous avons connues. Ces mêmes personnes, pour ne pas dire certaines, sont déjà sous sanction des Nations Unies, de l'Union européenne, des États-Unis d'Amérique et même du Trésor américain. Est-ce que nous sommes à la recherche d'une sanction unique ou bien d'un double, d'un triple, même quintuple sanction pour les mêmes auteurs des crimes de guerre, des violations des droits humains, des crimes économiques réprimés à l'échelle internationale? Je pense la meilleure idée, c'est de faire un plaidoyer pour la création d'un tribunal pénal international si la République démocratique du Congo, à l'image du tribunal d'Arusha au Kenya, pour les Rwandais, en Tanzanie, pour les génocides rwandais. Et puis, au-delà de la reconnaissance du génocide congolais, il faut, comme l'a dit José Junior Wawa, créer d'autres structures au-delà des FONAREV, que nous rappelons. Ça signifie tout simplement Fonds national de réparation des victimes de violences sexuelles et des guerres récurrentes que nous avons connues au pays. Et au besoin même restructurer, réformer la FONAREV, surtout en ce qui concerne la gestion, l'organisation des fonds. Parce que hier, la FONAREV a eu à recevoir les fonds de réparation, d'indemnisation des victimes de la guerre entre le Rwanda et l'Ouganda, la fameuse guerre de Kisangani, qui avait détruit le tissu économique dans la 3e ville de la RDC. Demain, ça sera peut-être le Rwanda qui va payer les dommages et intérêts aux victimes, les réparations, et d'autres pays. Nous nous disons, ces bagatelles sommes qu'il faut commencer à tomber dans les écarcelles de la FONAREV, il faut qu'on puisse avoir des bons mandataires, des bons gestionnaires pour vraiment canaliser ces fonds aux besoins réels exprimés par les victimes et leurs héritiers. Merci Dieudonné Boinali. On va finir avec Alexis Tabena. Le président de la République dit que dans sa démarche, il s'agit aussi d'arriver à mettre fin justement à la tragédie congolaise. Parmi les solutions qui ont déjà été proposées, c'est entre autres l'accord de Washington, avec tout ce qui se passe à Doha aussi, le processus de Doha. Mais il y en a qui disent que ces processus-là sont un peu contre mur, sont dans le mur. Est-ce que vous pensez, vous y croyez aussi, vous y croyez encore à ces processus-là pour mettre fin à la tragédie congolaise? Patrick, les mots sonnent très bien, gêne, coste. Mais quand on l'entend, on croit que non, c'est ce delay sur la langue. Mais si vous regardez le fond de choses, le sang des Congolais qui a coulé, les femmes violées, les enfants enrôlés de force dans les groupes armés, et si vous voyez des villages qui ont été incendiés, vous pouvez tomber dans la poussière et invoquer peut-être le dieu de la guerre et du combat pour pouvoir soutenir la République démocratique du Congo. Nous ne sommes pas contre surtout ce que le président est en train de faire, les démarches qu'il mène pour soutenir et faire entendre la voix de la République démocratique du Congo. Mais au-delà des initiatives diplomatiques, au-delà des initiatives peut-être, je peux dire, politiques, il faut aussi envisager autre chose. Parce que, Patrick, quand votre maison est incendiée, votre femme est violée, vos enfants sont tués, vous n'allez pas continuer à crier toujours aux voisins de venir vous secourir. Il faut d'abord utiliser les moyens d'abord. Qu'est-ce que vous avez pour défendre d'abord votre dignité, la dignité de votre famille, la sécurité de vos descendants. Vous savez par exemple que dans la reconnaissance du génocide, l'ONU joue un grand rôle. Si l'ONU, par exemple, établit peut-être le jour, peut-être le 2 août, que c'est mais c'est vous qui le dites. Ça aura une autre résonance. Mais c'est ce que je viens de dire. Vous attendez toujours que l'ONU dise, que la communauté internationale dise, mais nous les Congolais, nous disons quoi? Ça fait plus de 30 ans qu'on nous tue, qu'on nous viole, qu'on nous massacre, et nous faisons quoi? Nous n'avons pas de main pour nous battre.
Voilà donc, c'est par cette réflexion que nous mettons un terme à ce Géopresse de ce soir qui a eu la participation de José Junior Oawa, Dieudonné Wanali et Alexis Tabena. Chers téléspectateurs, on espère avoir en tout cas donné une réflexion holistique sur ces deux questions d'actualité et on va donc se quitter avec l'espoir de se retrouver la semaine prochaine et ce sera toujours avec le même plaisir, forcément avec une autre thématique d'actualité, toujours. À la semaine prochaine.